Alors, nous allons maintenant ouvrir une autre page de cette journée dédiée à l'innovation. Et on va se poser cette question, comment faire en sorte de continuer notre développement en tant que société sans abîmer trop la planète? Eh bien, il y a des prises de conscience à avoir, bien évidemment. Et on va écouter tout de suite Inès Leonarduzzi qui a créé l'entreprise Digital for the Planet. Écoutez-la. Bonjour à toutes et tous, je suis Inès Leonarduzzi, la fondatrice et présidente de Digital for the Planet. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille dans le digital et le numérique. J'ai travaillé dans plusieurs pays du monde et ça m'a permis de pousser un peu la réflexion et de me demander quel était l'impact sur l'environnement du digital. Deux choses me sont apparues. La première, c'est que l'impact était énorme et qu'il est grandissant, année après année, à l'heure où tout se numérise. La seconde chose que j'ai découverte, c'était qu'il n'y avait que très peu de réponses, sinon aucune apportée d'un point de vue politique, économique ou même technologique à l'enjeu de la pollution numérique. Aujourd'hui, il existe 9 milliards de smartphones activés dans le monde, près de 5 milliards d'ordinateurs connectés. Donc à chaque fois qu'il y a une action digitale de mener, que ce soit une recherche Google, un mail envoyé, du stockage de données dans le cloud, tout ça, eh bien, c'est de l'électricité qu'on dépense. Pour lutter contre le phénomène de la pollution numérique, d'abord, il y a l'information et l'éducation. Ce sont les deux premières choses les plus essentielles. Il s'agit d'informer, car le cerveau humain n'est pas câblé pour ressentir des dangers que ses sens ne peuvent percevoir. La seconde chose, c'est de rappeler, et ça c'est essentiel, que le numérique c'est un outil merveilleux qui a permis de nombreux progrès et que l'enjeu, ça n'est pas de le décrier, mais d'en initier le futur. Une autre façon aussi de répondre à l'enjeu de la pollution numérique, c'est la question du recyclage. Et en ça, la circularité numérique a toute sa place. Et qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont on pourra demain valoriser tous les déchets électroniques dont on ne se sert plus. Aujourd'hui, il y a environ 100 millions de smartphones et d'appareils électroniques qui dorment dans les foyers des Français et dont on ne sait quoi faire. Si demain on pouvait les réutiliser pour les réinvestir dans l'économie numérique de demain, déjà nous aurions répondu à l'un des enjeux de la pollution numérique. Il faut informer tous les salariés de ce qu'est la pollution numérique, en quoi consiste l'écologie digitale et comment chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Un email envoyé avec une pièce jointe d'1 mégaoctet, selon l'ADEME, c'est environ 20 grammes d'équivalent carbone émis dans l'atmosphère. Chez Digital for the Planet, on a développé le programme LDCC, qui est une ingénierie pédagogique, ça veut dire Low Digital Carbon Company. Et en fait, c'est simplement la cartographie des points de douleur, des grosses ressources de pollution liées aux activités numériques de l'entreprise et de comprendre comment on peut drastiquement les réduire. Alors on va continuer la discussion avec Hugues Ferbeuf du Shift Project que je vous demande d'accueillir tout de suite. Hugues Ferbeuf, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, au commencement du Shift Project, un constat, il y a urgence, il faut changer notre mode de fonctionnement si on veut continuer à vivre agréablement sur notre planète. Oui, absolument. C'est un constat qui maintenant date d'un certain nombre d'années, au moins 10 ans. Aujourd'hui, nous voyons que nous commençons à y penser. Mais malheureusement, les actes sont encore loin des réflexions. Et pourtant, ça fait déjà 10 ans. Ça fait 10 ans que le Shift est créé, mais le protocole de Kyoto date de 1996, donc c'est beaucoup plus lointain. Et vous attendiez peut-être un peu plus de réactivité dans ces 10 ans, plus de décisions politiques, plus de changements? Ce qui est clair, c'est que plus le temps passe et plus les décisions qui seront à prendre seront compliquées. Et tous les rapports qui sortent les uns après les autres tous les mois montrent que la situation s'aggrave. Et bien évidemment, nous ne pouvons y remédier que si nous changeons substantiellement, pas seulement nos façons de penser, mais également nos façons de vivre et de travailler.
Et ça, c'est forcément compliqué à faire. Justement, c'est vrai que de plus en plus de gens me disent « je suis angoissé par rapport au réchauffement climatique » et en même temps, il y a cette sensation d'impuissance. On a beau recycler le papier, finalement, ça finit dans la même benne que le reste. On veut acheter une voiture électrique, on nous dit que finalement, entre la production de l'électricité et la production de la batterie, c'est pas si écolo que ça. Est-ce qu'au Shift Project, vous avez des solutions concrètes à proposer justement aux gens pour pouvoir un peu entamer cette révolution et ce changement? On n'a pas de solution miracle, sinon ça serait. Alors, plusieurs réponses. Tout d'abord, par rapport au sentiment d'impuissance, je crois qu'il est logique, puisqu'en fait, toutes les questions que l'on est amené à se poser relèvent d'une logique systémique. Et donc, un seul élément, une seule composante du système aura beaucoup de mal à changer le système lui-même. Et donc, il ne s'agit pas seulement de changer les habitudes individuelles, il s'agit aussi de changer les régulations, les modèles économiques, les politiques publiques, pour que l'ensemble du système aille dans la même direction. Ça, c'était pour réagir à votre remarque. Par rapport aux solutions sur lesquelles on travaille essentiellement à destination des décideurs économiques et des décideurs politiques, ce qui signifie donc pour les entreprises les aider à penser leur activité sous contrainte de transition énergétique et écologique, ce qui ne signifie pas forcément au contraire une perte d'efficacité. Et deuxièmement, donc à destination des décideurs politiques, et là il s'agit plus de montrer qu'il est possible de concevoir des systèmes d'organisation collective différents de ceux que nous avons aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans ce cadre, le numérique peut y aider, mais c'est un élément de la solution, ce n'est pas une solution à lui tout seul. Et justement, donc l'idée, c'est d'impulser, de guider le changement. Donc vous êtes obligé d'aller voir les décideurs politiques. Est-ce qu'il y a encore des obstacles que vous constatez aujourd'hui, ou est-ce que vous sentez que nos décideurs politiques commencent à bouger, commencent à évoluer au niveau des mentalités et sur ce qui doit être fait ? Alors très honnêtement, je pense que s'il s'agit de faire une sorte de révolution culturelle individuelle, les entreprises aujourd'hui sont un peu en avance par rapport aux décideurs politiques. Nous avons organisé il y a 15 jours un séminaire à destination de 40 membres de comités de direction d'entreprises de CAC 40. Et cette journée et demie que nous avons passée avec eux a permis de s'apercevoir que les messages que nous voulions faire passer sont passés et que aujourd'hui ces acteurs, pour grands qu'ils soient, ce sont quand même des acteurs individuels, sont aussi en attente d'orientation venant de la puissance publique pour donner une vision de à quoi voulons-nous que notre société ressemble en 2030 par exemple. Et donc, quel est le moyen pour y parvenir? Vous prenez de la sobriété numérique, ça veut dire quoi exactement? Alors, la sobriété numérique, c'est le contraire de l'intempérance numérique. Ça veut dire, premièrement, décider d'utiliser le numérique lorsqu'il a vraiment une valeur ajoutée potentielle. Ce n'est pas toujours le cas. Et deuxièmement, lorsque l'on a recours au numérique, eh bien, il faut avoir conscience qu'on utilise des ressources. La très très grande majorité de ces ressources sont cachées à l'utilisateur, mais elles sont pourtant considérables. Et donc, il faut s'habituer, un petit peu comme en termes d'habitudes alimentaires, à en consommer ce qu'il faut, mais pas plus qu'il ne faut. Donc faire peut-être un peu plus de pédagogie aussi. Vous me disiez que la pollution la plus importante, c'est finalement pas forcément les selfies qu'on peut prendre, parce qu'on entend beaucoup parler en ce moment, l'empreinte carbone des selfies, mais plutôt les vidéos, le contenu vidéo. Oui, si on regarde les raisons pour lesquelles aujourd'hui le numérique devient une préoccupation en termes d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on s'aperçoit que c'est d'abord à cause d'une sorte de surconsommation numérique. Et cette surconsommation, elle s'illustre notamment
par une croissance, je dirais, tous azimuts des usages vidéo. Et non seulement des usages vidéo, mais des usages vidéo qui, de définition standard, mais a priori suffisante sur un smartphone, sont passés en haute définition, puis en ultra haute définition, et très très bientôt en 8K, en attendant la 16K. Et donc à chaque fois, on multiplie par 3 ou 4 le volume de données que l'on transmet sur les réseaux. Et transmettre des données sur un réseau ou dans un data center, ça consomme de l'énergie. Ça consomme de l'énergie, et donc, même si tous les ans, les équipements font des progrès considérables en termes d'efficacité énergétique, eh bien, ce qui se passe depuis quelques années, c'est que ces gains d'efficacité énergétique sont insuffisants pour compenser le taux de croissance de nos usages. Et donc, très, très concrètement, il ne faut pas s'attendre à ce que ces gains d'efficacité énergétique s'accroissent dans les années qui viennent, c'est plutôt le contraire. Et donc, la seule solution qui nous reste, mais c'est sans doute une bonne contrainte, c'est de réfléchir aux usages que nous voulons avoir du numérique et de faire en sorte d'être plus raisonnable en termes de volume de consommation. Alors, j'ai un petit schéma qui montre tout ça. Je ne sais pas si c'est le moment de le présenter. Oui, allez-y, je vous en prie. Voilà, vous l'avez là. Ah, voilà. Donc, le titre du schéma, c'est finalement un point de bifurcation 2020. Et pour moi, ça fait écho au titre du livre que vous venez d'éditer, là, A Tale of Two Futures. Ça veut dire qu'en fait, ce que nous allons faire ou pas à partir de 2020 va largement décider de notre futur. Alors c'est vrai dans le numérique comme dans d'autres domaines, mais si on se concentre sur celui-là, pourquoi est-ce que c'est un point de bifurcation ? Comme je le disais il y a un instant, donc les gains d'efficacité énergétique aujourd'hui ont été très importants et ils ont permis, entre guillemets, de contenir l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone du numérique à un taux de l'ordre de 9% par an. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, notamment si on a pour référence l'évolution qui a été actée lors de la COP21 à Paris et qui dit, en gros, pour rester significativement sous les 2 degrés, il faut diviser par 2 les émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030. Une simple calcul mathématique montre que pour ça, il faut réduire de 4 à 5% par an ces émissions. C'est la courbe bleue sur le schéma. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est sur un trend, comme on dit, de 9%. Or, en 2020, il y a un consensus aujourd'hui pour dire que nous allons atteindre les limites je dirais de performance des technologies employées et dans les réseaux, et dans les data centers, et dans les terminaux. Et donc, ou bien nous allons trouver le moyen de dompter, je dirais, notre consommation, ou bien nous allons continuer à croître comme nous l'avons fait depuis 10 ans. Et à ce moment-là, nous ne serons plus à 9% de croissance, mais à 15%. C'est la courbe rouge. Par contre, si nous acceptons je dirais, de réfléchir un peu plus, eh bien, nous pouvons quasiment rester à une stabilité de ces émissions. Et c'est la courbe verte. Si nous faisons quoi ? Pardon ? Si nous faisons quoi ? On peut rester à ce niveau si on met quoi en place ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre ? Alors, si nous mettons quoi en place, pour ça, il faut voir le deuxième schéma. Pardon, j'ai peut-être... Voilà. Et qui vous explique pourquoi, quand je dis il y a une surconsommation, en fait, je me réfère à 2 choses. La montagne là, de différentes couleurs que vous avez devant les yeux, elle retrace en fait l'évolution des ventes de terminaux numériques connectés de 2010 à 2030. Et très simplement, il est prévu qu'elle passe donc de 1 milliard à peu près en 2010 à près de plus de 9 milliards en 2030. Donc quasiment une multiplication par 10. Or, aujourd'hui, à peu près 50% des émissions du numérique viennent de la production de ces équipements. Et donc plus on en produit, bien évidemment, plus on émet de gaz à effet de serre.
Or, il faudra se demander à un moment donné, et ce moment c'est d'ici 2020, si nous voulons avoir 3 terminaux, 10 terminaux, 20 terminaux, et est-ce que la valeur ajoutée de chaque terminal supplémentaire, est suffisante pour justifier le risque que cela nous fait courir en termes de changement climatique. L'autre chose que vous avez sur le schéma, c'est la progression en fait, du volume de données du trafic Internet, qui donc va être multiplié par 200 entre 2010 et 2030. Et donc, si ce taux de croissance se vérifie, nous aurons cette augmentation des émissions de l'ordre de 15% par an. Si jamais nous arrivons à réduire par 2 le taux de croissance de nos usages, donc de passer en gros de 30% par an à 15%, 15% c'est déjà énorme, hein. Oui. Eh bien, nous arriverions à diviser par 3 probablement le volume de trafic que nous aurions en 2030. Et là, nous aurions probablement une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, j'en reviens à mon discours initial. Nous avons le choix, en fait, de notre avenir. Et ce choix, eh bien, il va falloir le faire dans les 2 ans qui viennent. Écoutez, merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question, je crois qu'il nous reste encore 2 minutes. Est-ce que vous avez regardé récemment dans le Shift Project les cursus universitaires pour voir un peu ce qui s'y faisait et c'est justement les cours enseignés aujourd'hui, ce qu'il faut enseigner? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors j'ai deux réactions par rapport à ça. Oui, le constat, c'est que l'enseignement des problématiques de développement durable, de transition énergétique, d'impact environnemental, eh bien ces formations dans l'enseignement supérieur sont proches de 0. Or, l'appétence des étudiants pour ces sujets est forte. Donc, on ne peut pas dire que ces formations ne sont pas là parce qu'elles n'intéressent pas les étudiants. Elles ne sont pas là simplement parce que nous avons été négligents dans la façon de prendre en charge ce sujet. Et le deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est très bien que nous nous préoccupions de cours à donner à une jeune génération qui, elle, est plus que consciente de ces enjeux. Ce serait encore mieux que nous nous efforcions de mettre en œuvre maintenant, pas dans 10 ans, les actions qui vont nous permettre d'éviter les catastrophes. Oui, ne pas juste refiler la patate chaude à la prochaine génération. Exactement. Merci beaucoup, Hugues Ferbeuf. Merci.